Ok, on continue les capsules ACT6100 d'analyse des données en actuariat. Là, je vais vous parler je reste dans mes problèmes d'optimisation. Donc, on avait vu la capsule précédente l'optimisation convexe. En tout cas, les familles de problèmes dans l'optimisation convexe. On avait vu certaines propriétés, en particulier quand vous avez des fonctions strictement convexes, vous avez une liste de la solution. Quand vous avez un problème convexe, les solutions sont convexes, ce genre de choses. Là, on va rentrer un peu plus dans ce qui va nous intéresser par la suite, c'est-à-dire avoir des algorithmes dont on sait qu'ils vont marcher dans certains types de problèmes. Donc, je parlerai de certaines techniques usuelles d'optimisation qu'on pourra mettre en œuvre sur des problèmes qu'on rencontrera en pratique par la suite, quels que soient les types d'optimisation qu'on essaiera d'étudier. Ok, j'arrête de parler et je pars sur mes slides. Donc, on attaque la partie 3 donc dans cette section 4 d'optimisation convexe. Donc, je vais revenir sur les algorithmes qu'on connaît déjà, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses que j'avais déjà un petit peu abordées, essentiellement dans le cours de régression, parce qu'on avait déjà fait face à ce genre de problème. On essayait de minimiser, en l'occurrence plutôt de maximiser. Okay, maximiser, par exemple, de la log vraisemblance. Donc, quand on avait fait des GLM, on avait vu qu'il fallait maximiser cette log vraisemblance. Alors, je n'étais pas rentré dans le détail sur les propriétés de convexité des fonctions de log vraisemblance. Mais on avait proposé des méthodes sans jamais s'intéresser au fait qu'elles marchaient et savoir si on pouvait faire mieux que ces méthodes-là. Là, le problème, c'est que dans les techniques qu'on verra, en particulier, je pense au lasso, si jamais on essaye de le faire à la main avec des petites fonctions d'optimisation, on verra que ça ne marche pas. En tout cas, qu'on peut avoir un certain nombre de soucis. Donc, on a besoin d'aller un petit peu plus loin et de mieux comprendre ce que c'est que ces algorithmes d'optimisation. Donc, je parle d'un problème d'optimisation convexe. Je ne veux pas trop intégrer les contraintes. Je verrai si j'ai le temps de les rajouter quelque part et de faire peut-être une petite capsule rapide sur les histoires de Lagrangien. Je n'ai pas prévu d'en faire parce que on en parle. En tout cas, j'en parlerai plus spécifiquement quand je vous parlerai de la pénalisation, où là, je reviendrai sur les histoires d'optimisation numérique et d'introduction du Lagrangien. Je ne le fais pas pour l'instant. On mettra ça plus tard. Donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est un problème dans lequel j'essaie de minimiser une fonction f de x sur un certain ensemble dans Rn. Okay. A priori, je vais partir dans Rn. Si jamais j'ai besoin de mettre des contraintes, peut-être que j'en parlerai plus tard, des notions de projection. Mais j'ai une fonction f qui part de Rn et qui arrive dans R. Okay. Je vais supposer deux choses. Je vais supposer qu'elle est convexe, je vais supposer qu'elle est différentielle. D'accord. Donc, on avait vu que quand on avait une fonction différentielle, ce qu'on cherchait, c'était l'endroit en fait, où la dérivée, le gradient s'annulait. Donc, j'en avais parlé un tout petit peu. Comment est-ce qu'on peut obtenir cet algorithme? L'algorithme, on peut l'obtenir de la manière suivante. C'est dire qu'on a cette expansion de Taylor qui vous dit que au voisinage, donc si je prends un y qui est proche de ce petit x, f de y, c'est à peu de choses près ce qu'il y avait sur son voisin. Okay, mais je vais avoir besoin de corriger de ce produit scalaire entre le gradient et la différence entre y et x. Okay, et je vais avoir un terme d'erreur qui se trouve ici, qui est quelque chose qui va être proportionnel, enfin en tout cas qui va être une. Donc en algèbre, en analyse, on parlera de grand taux de la différence du carré entre y et x. Okay, donc j'ai une distance euclidienne ici. Donc c'est de y moins x transposé y moins x. Okay, donc ça va me permettre de mettre en place notre stratégie optimale en disant je fais juste de la mise à jour. Okay, et donc comment est-ce que se passe la mise à jour? C'est juste que je pars d'une valeur x0. Okay, j'avais ma valeur x0. À une date quelconque t, je vais prendre la valeur précédente que je vais corriger un tout petit peu pour aller dans la direction opposée à mon gradient avec un coefficient ici qui va être la vitesse à laquelle j'y vais. D'accord, donc, je peux peut-être vous le faire sur un petit dessin, ça sera tout aussi simple. Okay, donc j'ai une certaine fonction, on va la tracer comme ça. Donc j'ai une fonction ici qui est ma fonction f. Okay, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est je pars d'un point x0 qui se trouve là. Okay, je calcule le gradient, c'est-à-dire f' de x0. Okay, je cherche un minimum. Okay, je n'ai peut-être pas insisté lourdement là-dessus, mais je cherche fondamentalement des minimums ici. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais ma pente elle est positive? Dans ces cas-là, c'est que je ne suis peut-être pas au bon endroit. Et où est-ce qu'il faudrait que j'aille? Il faudrait que j'aille derrière. D'accord? Donc il va falloir probablement que je recule un petit peu. Okay, donc je vais avoir envie de dire, si ma pente est positive, dans ces cas-là, je devrais plutôt reculer un peu. Et donc je vais m'envoyer peut-être par ici. D'accord? Et après, je vais recommencer. Donc c'est pour ça qu'on a ce signe moins qui apparaît dans mon calcul. Donc le signe moins veut juste dire, si vous êtes en train de monter,
faut partir en arrière. Si vous êtes en train de descendre, il faut continuer. Okay, donc cet algorithme, a priori, devrait normalement converger effectivement vers la valeur optimale, qui est l'endroit où se trouve le minimum. Okay, si jamais je suis strictement convexe, il n'y a pas de souci, j'arriverai sur l'unique optimum. Si jamais j'étais avec une dérivée nulle sur un grand ensemble, je m'arrêterai au bout d'un moment vers quelque chose qui est un optimum. D'accord ? Donc, il n'y a pas unicité, mais je vais converger. A priori, avec cet algorithme, je vais quand même converger vers quelque chose. OK ? Donc, on peut avoir des propriétés de convergence. Donc, en particulier, on est capable de maîtriser la vitesse de convergence. Donc, je vais juste vous en parler un tout petit peu ici. Donc, cet algorithme marche relativement bien. D'accord ? Donc, si vous avez effectivement une fonction qui est convexe et qui est différenciable, alors je vais rajouter une petite condition en plus. D'accord ? C'est que ma fonction, mon gradient est Lipschitz. OK ? Donc, Lipschitz, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est. Je ne demande pas à ce qu'on soit C2, mais donc, la dérivée du gradient existe. Okay, je demande juste que mon gradient ne bouge pas trop. D'accord ? Donc, c'est que la variation de mon gradient entre deux points, elle ne peut pas partir à l'infini. Donc, je ne peux pas avoir des hausses soudaines de mon gradient. Okay, donc, les notions de Lipschitz sont assez classiques quand on fait des méthodes numériques. D'accord ? Donc, je demande juste à ce que mon gradient soit pas complètement. Ne varie pas trop. Okay, donc, je ne peux pas avoir une fonction non plus trop erratique, sinon c'est vraiment trop compliqué. Voilà. Déjà, si je suis trop erratique, comme je le fais, je ne suis même pas convexe. Okay, mais en tout cas, avec un gradient qui augmente de manière très très forte à un moment. Dans ces cas-là, si jamais je prends un pas suffisamment petit, okay, dans ces cas-là, je vais avoir une convergence qui sera en insureté, d'accord, donc qui sera l'inverse du nombre de pas. Donc, je peux m'assurer que je me rapproche tranquillement de la vraie valeur, tranquillement. D'accord ? Donc, j'ai le gradient, la descente de gradient, donc ce que je vous présente s'appelle la descente de gradient, va converger avec un taux en insureté. Okay ? Dans ces cas-là, si jamais vous voulez être optimal en 1 sur n, ce que ça vous dit, c'est qu'il vous faut en gros n étapes. D'accord ? Donc, si jamais vous voulez être. Voilà, vous pouvez contrôler un petit peu votre convergence. Okay ? À partir du moment où vous êtes convexe. Alors, si jamais j'enlève cette notion de convexité qui est intéressante, okay, mais qu'on garde les notions de différenciabilité et de gradient qui est quand même Lipschitz, on peut montrer que la convergence, elle est quand même plus lente. D'accord ? Donc la convexité va être intéressante parce qu'elle va me permettre d'avoir un algorithme qui converge relativement rapidement. Et en fait, c'est ce qu'il y avait quand on faisait des GLM, c'est qu'en fait, les fonctions qu'on utilisait, je n'ai jamais regardé leur convexité, en fait, elles étaient convexes, et effectivement, on convergeait très, 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 très vite vers la valeur optimale. Alors, ce n'était pas exactement des descentes de gradient, c'était un peu amélioré, mais on avait une convergence très rapide. Alors, ça, c'est ce qui se passe si jamais j'enlève la convexité. Maintenant, si jamais j'enlève la différenciabilité, on voit que c'était un petit peu plus tordu. Alors, j'avais deux choses importantes. Il y avait la notion de convexité et la notion de différenciabilité. Dans ces cas-là, j'avais mon algorithme. Ce que je vous dis, c'est que si jamais je ne suis pas convexe, mais que je reste différenciable, je pouvais quand même utiliser mon algorithme, mais j'allais y perdre. J'allais avoir un coût à perdre la convexité. Là, je peux me demander, est-ce qu'il y a un coût à perdre la différenciabilité ? Okay. Est-ce que c'est gênant d'être convexe, mais pas différenciable ? Donc, je vous ai pris un petit exemple. Le problème, quand on n'est pas différenciable, donc le gradient n'existe pas. D'accord ? Sauf qu'il existe quelque chose qui est ce qu'on va appeler un sous-gradient. D'accord ? Donc, si jamais j'ai une fonction qui est convexe et différenciable, alors on avait vu la propriété suivante qui était que f de y est forcément plus grand que f de x plus ce produit scalaire entre mon gradient et mon y moins x. Okay, c'est juste l'interprétation. Encore une fois, je vous renvoie à la première capsule vidéo où je vous faisais des ensembles convexes, où je vous disais l'ensemble convexe, il est toujours au-dessus des points tangents, et c'est vraiment juste ça que ça nous dit. Okay, ce que dit cette formule, c'est juste de dire, si jamais j'étais ici sur un point x, okay, dans ces cas-là, quand je me place sur n'importe quel point y qui est autour de x, dans ces cas-là, je suis toujours sur la valeur de f de x, mais je rajoute un petit quelque chose. En tout cas, je ne vais pas essayer de me déplacer linéairement. Donc ça, ce serait ce que j'obtiendrais si jamais je me déplaçais linéairement. Okay, donc si jamais je me place en y qui se trouve là, dans ces cas-là, je vais augmenter de cette valeur-là. Donc ça, c'est à ça que ça correspond. J'augmente de cette valeur-là, mais ce qu'on nous dit, c'est non. On est même au-dessus. D'accord ? Donc le f de y est au-dessus de la petite correction que je pouvais faire. Et pareil ici. D'accord ? Donc c'est vraiment juste le fait que quand vous avez une fonction convexe, dans ces cas-là, vous êtes toujours au-dessus de vos plans tangents. En fait. D'accord ? Donc ça, c'est vrai parce qu'on est convexe. Le seul problème, c'est que si jamais je ne suis pas différenciable, la notion de point tangent n'a pas forcément de sens. C'est que cette propriété, elle existe encore, même si jamais ma fonction n'était pas strictement convexe, dans le sens où
je pourrais parfaitement faire un petit dessin de ce type-là et de dire, je pourrais très bien aussi moi, avoir cet ensemble convexe qui est là. Sur l'ensemble convexe qui est là, j'ai aussi le droit de prendre en fait quelque chose qui n'est pas exactement un gradient, mais je peux très bien dire, je suis toujours au-dessus de cette partie-là, mais je suis aussi toujours au-dessus de cette partie-là, puis aussi toujours au-dessus de cette partie-là. Donc j'ai toujours cette notion de je suis toujours au-dessus des plans. Alors, ce n'est pas exactement des plans tangents, puisqu'en fait, les plans tangents n'existent pas. Mais en fait, ce qu'on construit ici, c'est ce qu'on appelle des notions de sous-gradient. D'accord ? Donc, un sous-gradient, c'est quoi ? C'est que c'est quelque chose qui vont être en fait toutes les fonctions qui vont se trouver là. Donc, la fonction qui se trouve là est un sous-gradient. Celle-là va être aussi un sous-gradient quand vous avez cette fonction-là. Okay ? Donc, toutes les fonctions qui se trouvent dans cet ensemble jaune me donnent des sous-gradients. Okay ? Et il s'avère que vous pouvez prendre n'importe quelle courbe, n'importe quel hyperplan ici comme espèce de gradient, ça marchera. Okay ? Donc ce que ça veut dire, c'est que je peux trouver des fonctions G, des gradients G, des vecteurs G, d'accord, que je voudrais interpréter comme un gradient, mais qui ne sont pas des gradients, donc des sous-gradients, tel qu'en fait on a le même type d'inégalité que celle qu'on avait auparavant. Okay ? Et il y a une petite erreur, puisqu'ici il n'y a pas de gradient, c'est vraiment mon vecteur G. Okay ? Donc mon vecteur G, quand je prends le produit scalaire entre mon G et mon Y moins X, dans ces cas-là, je suis toujours au-dessus. D'accord ? Donc en fait, on s'en fout d'avoir un gradient ou pas. Ce qu'il nous faut, c'est juste quelque chose qui, en tout cas, est un sous-gradient. D'accord ? Et donc, qui nous permettront de faire ce genre de choses. Donc, les sous-gradients, ça va être intéressant. Alors, je vais arriver à mon théorème juste après. Okay ? Les sous-gradients, c'est donc ces fonctions-là. Donc, ce que je vais noter, D de F. Donc, D de F, ça va être un sous-gradient. Okay ? Donc, je suppose que je n'ai pas de problème pour trouver un sous-gradient. Okay ? Ce qu'on va dire, c'est qu'on a un minimum si et seulement si 0 appartient à l'ensemble des sous-gradients. Alors, je peux vous le faire sur mon petit dessin. Okay ? Je reviens sur mon premier dessin que j'avais fait. Donc, supposons que j'ai une courbe qui soit comme ça. Okay ? Donc, supposons que ce soit ma fonction f. Je me trouve à ce point ici, qui est précisément le point où je ne suis pas différentiable. Donc, on a plein de sous-gradients. Mes sous-gradients, ils sont celui-là est possible, celui-là est possible, celui-là va être possible aussi, et celui-là va être possible aussi. D'accord ? Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des gradients possibles, c'est en fait toutes les droites qui vont passer dans cet ensemble-là. Okay ? Ce qu'on voit, c'est que la droite horizontale, elle n'appartient pas à cet ensemble de sous-gradients. D'accord ? Donc, 0 n'appartient pas à ce que j'appelle ici delta F. D'accord ? Donc, je ne suis pas très horizontal, je suis vraiment désolé. Mais cette courbe-là n'appartient pas. Donc, en fait, ce n'est pas un optimum. Au contraire, supposons que j'ai, au contraire, je vais cette fois-ci construire un optimum local. Okay. Alors, comme je suis sur une fonction convexe, il n'y a pas de souci, ce sera aussi un optimum global. Si jamais j'essaye de trouver les sous-gradients possibles ici, on peut voir que j'ai là aussi tout plein d'hyperplans qui vont nous permettre d'avoir l'espace au-dessus de ma fonction, qui va être aussi au-dessus de mon hyperplan. C'est que cette valeur-là va marcher, mais aussi celle-là, mais aussi celle-là, mais aussi celle-là, mais aussi celle-là. D'accord ? Donc en fait, on va récupérer toutes les valeurs qui se trouvent ici. Or là, on peut voir que 0 est une valeur possible. Okay ? Donc en fait, on a cette propriété relativement intéressante qui nous dit je vais avoir un optimum si et seulement si 0 est une valeur possible parmi les sous-gradients. Okay ? Donc on arrive à un algorithme qui peut être relativement intéressant. C'est le même que celui qu'on avait auparavant, sauf que cette fois-ci, je ne suppose plus que je sois différentiel. Dans ces cas-là, l'algorithme modifie très largement ma descente de gradient. La seule chose, c'est que je ne prends plus le gradient, je prends tout simplement un des sous-gradients. Okay ? Vous prenez n'importe quel sous-gradient et dans ces cas-là, ça devrait marcher. Alors ça devrait marcher dans le sens où il devrait converger vers la valeur optimale. La seule petite chose, c'est que je ne suis pas forcément sur une descente. Okay ? C'est que c'est possible que ponctuellement, je remonte, okay, tout simplement parce que j'ai plus cette fois-ci l'unicité de mon gradient. Donc, quand ma fonction n'est pas différenciable, a priori, la plupart des fonctions vont quand même être différenciables à un paquet d'endroits. Okay ? Donc, il faut juste vraiment que je ne sois pas différenciable ici, très précisément en xt-1. Okay ? Si je ne suis pas différenciable, j'ai un choix.
Et dans ces cas-là, je peux peut-être avoir une valeur qui ne serait pas optimale. Donc, pour s'assurer qu'on est sur quelque chose qui converge, dans ces cas-là, je vais quand même prendre la valeur qui minimise. Donc, je ferai un update si et seulement si je décroît. D'accord ? Si jamais je n'ai pas bougé, dans ces cas-là, je recommence et je prends un autre gradient pour m'assurer que je descends. D'accord ? Alors, donc cet algorithme il marche bien. Alors, je peux avoir un autre algorithme. Alors, j'ai oublié de préciser dans quel cas. Je suis désolé, il manque peut-être une partie ici. Si jamais je regarde mon problème de minimisation de f de x, toujours sur une fonction convexe, mais que donc je reviens sur mon cas qui était différenciable, mais que je rajoute en plus l'hypothèse de différenciabilité de pouvoir différencier deux fois, alors dans ces cas-là, je vais arriver sur ce qui s'appelle l'algorithme de Newton. Donc l'algorithme de Newton nous dit, en fait, on peut faire un peu plus malin que la descente de gradient, c'est qu'en fait, le h qui apparaissait, donc en tout cas ma vitesse à laquelle je vais converger, le paramètre qui était ici, je peux l'optimiser. Okay, je peux l'optimiser dans le sens où je peux prendre ma matrice hessienne ici, et si jamais je prends h-1 comme paramètre vers lequel comme paramètre de convergence, pardon, dans ces cas-là, je vais améliorer mon algorithme. Pourquoi ? Essentiellement à cause c'est juste de la formule de Taylor. C'est que dans ma formule de Taylor, je disais, il me reste un petit quelque chose que je ne maîtrise pas, qui est en 1 sur 2h. En fait, on maîtrise parfaitement l'erreur. L'erreur, elle est de ce type-là. L'erreur, elle est en H. Donc, si jamais je remplaçais mon 1 sur H, mon H par l'inverse de cette matrice-là, dans ces cas-là, j'aurai un algorithme qui sera sûrement meilleur, essentiellement parce que je contrôle beaucoup mieux l'erreur qui est commise. Okay, donc, l'idée de l'algorithme de Newton, elle est finalement assez naturelle. Donc, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire. Enfin, je dis à Newton, il y a plus de 250 ans. Okay, on est sur des algorithmes qui sont maintenant bien connus. Donc, c'est cet algorithme dans lequel je descends toujours suivant mon gradient, mais je regarde la vitesse à laquelle je converge en tenant compte de la convexité. D'accord ? Donc, si jamais je suis avec une pente qui est très, très, très importante, dans ces cas-là, je ne vais peut-être pas me déplacer beaucoup. Okay ? Dans ces cas-là, je vais peut-être me déplacer un tout petit peu. Je vais déjà bouger beaucoup en descendant un tout petit peu. Okay ? Donc, ça va être ce genre de choses qu'on va essayer de mettre en place. Alors, il y a peut-être un tout petit souci sur cet algorithme. Il est gentil, mais il est peut-être compliqué. Okay, c'est calculer un inverse de matrice, et en particulier calculer un paquet d'inverses de matrice, parce qu'il va falloir itérer. C'est peut-être pas forcément quelque chose de très malin. Donc, je vous ai juste évoqué un point un peu technique, qui est qu'en fait, quand je fais ma correction, donc nous, ce qu'on faisait, c'était une correction avec c'est un égal ici. Donc, quand je faisais ma petite correction avec cette matrice hessienne, peut-être que je n'ai pas vraiment besoin de calculer ma matrice hessienne. Okay, peut-être que ce H-1 ne m'intéresse pas. Peut-être que si j'ai une approximation, ça devrait suffire. Et en gros, c'est toutes les méthodes un peu plus récentes. Donc, en particulier, vous avez la méthode BFGS, qui est en fait celle qui est implémentée par défaut sous R, qui consiste à dire, en fait, je n'ai pas forcément besoin de calculer ma matrice H, mais je peux me contenter d'avoir quelque chose qui serait une espèce d'approximation avec une matrice symétrique de rang 1, quelque chose comme ça. Alors, BFGS, c'est une approximation d'une matrice symétrique de rang 2. Okay. Donc, on va approcher ça par des matrices très, très simples. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, ce n'est pas un cours de méthode numérique. Je veux juste que vous compreniez ce qu'on essaie de faire. Okay. Par défaut, la méthode la plus simple, c'est une descente de gradient. Je ne suis pas différentiel, ce n'est pas grave, je prends un sous-gradient. Si jamais, en plus, je suis 2 fois différenciable, je peux utiliser ma hessienne. Et si je ne sais pas calculer ma hessienne, je peux l'approcher par des matrices beaucoup plus simples, des matrices symétriques, et je peux spécifier leur rang, ce qui va être équivalent à aller, disons, quelque part au premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, etc. Okay. Donc, c'est ça les méthodes numériques qu'on va pouvoir utiliser. Alors, j'en arrive au point qui m'intéresse le plus ici. Quand on est dans des problèmes multivariés, rester dans du multivarié, ça peut être compliqué. Et en particulier, quand vous êtes en dimension très grande. C'est que si jamais je fais de l'optimisation en dimension 1000, ok, la matrice hessienne, ça va être compliqué déjà, d'accord, parce que j'ai une matrice de taille 1 million, il faut que je l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si numériquement, tout d'un coup, j'ai des valeurs propres nulles? Mon algorithme va planter. Enfin, voilà, numériquement, on voit que c'est compliqué. Alors, la hessienne, on vient de dire, c'est pas très, très grave, parce que généralement, on se contente de l'approcher. Okay, puis, je peux m'assurer de l'approcher par une matrice qui sera, en tout cas, dont je peux facilement calculer une approximation d'inverse. Mais il y a quand même le gradient à calculer. Le gradient à calculer en dimension 1000,
Si jamais il faut que je fasse 2000 itérations pour y arriver, j'ai quand même un paquet de dérivés à calculer. OK? Alors, il existe une idée qui est relativement intuitive, qui consiste à dire, ben, pourquoi est-ce que je ne m'amuse pas à voir mon problème d'optimisation en dimension n comme des petits problèmes d'optimisation en dimension n. OK? Et la question de fond qui se pose, c'est est-ce que les minimiser par coordonnées va être équivalent à minimiser globalement. Okay, qui est une question intéressante, mais qui est une question peut-être un peu compliquée. Alors, il s'avère qu'on a des théorèmes qui sont assez puissants. Et en tout cas, les deux théorèmes que je vous présenterai sont un peu simplistes, en vous disant qu'il y a un cas qui est oui et un cas qui est non. Mais le cas qui est non, c'est un cas qui nous intéresse beaucoup. Et en fait, on va pouvoir le changer un tout petit peu pour quand même avoir du oui. D'accord? Moyennant une hypothèse qu'on va appeler une hypothèse d'additivité, de séparabilité, pardon, on va pouvoir avoir notre propriété de minimisation par composante qui sera équivalente à une minimisation globale. Okay, alors, ce que je suis en train de vous dire formellement, c'est de dire, OK, je me donne une base, okay, ma base standard dans Rn, et je vais juste me dire, donc quand je prends un epsilon i, ça veut dire que j'essaie d'optimiser suivant la direction en xi. Okay, donc je vais bouger suivant uniquement xi, puis mes autres, ils ne bougent pas. Okay, donc la question que je me pose, c'est est-ce que si jamais j'arrive à trouver un point qui soit optimal dans toutes les directions, donc dans le sens où, donc je vous le fais juste en dimension 2, mais si jamais j'étais en dimension 2, donc j'aurais mon plan comme ça, donc j'aurais mon x1, x2, ok. Si jamais je trouve un point, alors il faut juste que je vous le fasse proprement, donc si jamais je trouve un point qui est ici, tel que si jamais je bouge dans cette direction, je suis tombé sur un minimum, et si jamais je bouge dans l'autre direction, je suis aussi sur un minimum, alors dans ces cas-là, je peux garantir que j'ai une convergence, enfin quoi, que j'ai un optimum global. Okay, ça, c'est beaucoup plus simple, parce que optimiser des problèmes en dimension 1, on sait faire. D'accord? Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que avoir un minimum par composante, donc est-ce que si jamais je bouge suivant la direction, donc un minimum ici dans la direction xi, pour tout type, est-ce que ça me donne que j'ai effectivement un minimum global? Okay, donc c'est la phrase que j'essaie d'expliquer ici. Si je suis à un point x tel que f de x est minimisé suivant chacune des composantes, alors je trouve un minimum global. La réponse est oui dans un cas très particulier. C'est le cas où f est convexe et différentiable. Okay, vous avez une fonction convexe différentiable, dans ces cas-là, effectivement, ça ne sert à rien d'avoir un problème d'optimisation en dimension 2, il suffit juste de faire d'optimisation en dimension 1. Et en particulier, l'algorithme qu'on va mettre en place consistera juste à aller à chaque fois chercher des minimums dans chacune des directions, puis d'alterner. Okay, donc c'est ce qu'on voit ici. Okay, alors sur mon dessin, je vais juste essayer de vous faire une petite animation pour que vous voyez, mais donc j'ai mon optimum. Ce que je suis juste en train de dire, c'est si jamais je regarde sur la direction x, effectivement, au minimum, j'étais un minimum en x. Et si jamais j'étais allé chercher le minimum en y, ben, j'aurais aussi trouvé le même point comme minimum. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Okay, peu importe que dans cette direction-là et dans cette direction-là, j'étais tombé sur le minimum par direction. Le minimum dans chacune des directions, il est ici, qui est aussi le minimum global. Okay, donc, effectivement, problème convexe différentiable, il n'y a pas de souci. Je peux me faire, je vous montrerai l'algorithme plus tard, mais je peux voir mon problème d'optimisation globale comme des problèmes d'optimisation dans toutes les directions. D'accord, donc tout d'un coup, mon problème d'optimisation dans Rn peut se voir comme plusieurs petits problèmes d'optimisation en dimension 1. Okay, et l'optimisation en dimension 1, on va se dire qu'on sait faire peut-être plus efficacement. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je m'affranchis cette hypothèse de différenciabilité? Okay, on avait vu, quand on avait un problème convexe non différenciable, notre descente de gradient, elle semblait marcher. Okay, ce qu'on perdait juste, c'était sur la vitesse de convergence. Donc peut-être que ce n'est pas si grave. En fait, il s'avère que si c'est grave, okay, l'important, ce n'est pas la différenciabilité, l'important, c'est la convexité. Okay, pardon, l'important, ce n'est pas la convexité, en l'occurrence, c'est la différenciabilité. Donc la différenciabilité, elle est vraiment importante ici pour pouvoir l'avoir, essentiellement parce que je n'aurai plus mon implication. Alors je vous ai fait un exemple tout simple, qui est cette courbe un tout petit peu bizarre avec ma fonction est toujours continue. Okay, mais il y a des points pour lesquels je ne serai pas différenciable, et je ne serai pas différenciable en suivant la direction qui va se trouver là. D'accord, donc suivant la première diagonale. Okay, qu'est-ce qui se passe si jamais je prends, par exemple, le point qui se trouve ici? Okay, quand je prends le point qui se trouve ici, il s'avère que quand je regarde dans cette direction-là, mais aussi dans l'autre direction, encore une fois, ma fonction elle est symétrique en x et en y, donc peu importe. Si jamais je regarde ce que ça, donc je vais couper ici, par exemple, à y donné, quand je regarde l'évolution de ma fonction, elle ressemble à la fonction qu'elle a.
Okay, donc il s'avère que ponctuellement, ce point, il est minimum quand je regarde dans l'axe des X ou quand je regarde dans l'axe de Y. Donc en fait, ce point est un minimum par composant. Donc ce que ça me dit, c'est juste, si jamais je regarde les courbes qui sont obtenues ici, donc si jamais je regarde en coupant à Y donné, dans ces cas-là, effectivement, je suis tombé sur un minimum à ce point-là. Okay. Ben dans ces cas-là, on a un petit souci, c'est que j'ai un minimum dans chacune des composantes. Okay. Donc quand je regarde, je me place sur ce point-là. Si je regarde en Y, je suis sur une valeur minimale. Je regarde dans la direction Y, je suis sur la valeur minimale, mais je ne suis pas du tout à l'optimum global. Okay. Donc cet algorithme-là va vous donner toute une collection. En fait, tous les points qui sont là sont des minimums directionnels. Okay. Ce n'est pas ce qu'on cherche, nous. Ce qu'on cherche, c'est des points pour lesquels je veux juste le point qui est en bas. C'est le point vraiment minimum. Okay. C'est le point où je suis en dessous de tous les autres. D'accord. Alors, il s'avère qu'on a la possibilité quand même d'avoir un théorème qui marche à condition de rajouter une toute petite hypothèse. C'est l'hypothèse suivante. C'est que si jamais je peux écrire la fonction f de la force suivante. Donc, ma fonction f, c'est celle que j'essaie d'optimiser. Donc, supposons qu'il y ait une composante qui soit convexe et différentiable. Donc, ça, c'est celle qui nous intéresse. Okay, c'est celle pour laquelle il n'y a pas de souci. Je peux faire ma convergence par direction. J'autorise à être non différenciable, mais les fonctions non différenciables doivent être des fonctions unidimensionnelles. Okay. Donc, ce que je vais demander, c'est que ok, je suis non différenciable, mais en fait, la fonction qu'il y avait auparavant, elle faisait intervenir, sauf erreur, la différence des valeurs absolues entre x et entre x moins y, entre x1 moins x2, si vous voulez. Okay, et c'était pour ça que ça ne marchait pas. C'est que si j'avais pris des valeurs absolues de x, valeurs absolues de x2, il n'y a pas de souci, ça marchait. Okay, à partir du moment où j'ai des fonctions qui sont séparables, donc par exemple, ici, je pourrais dire, supposons que je prenne la fonction genre x2 plus y2, donc cette fois-ci, cette fonction, elle est strictement convexe différenciable. Okay, je rajoute la valeur absolue de x, je rajoute la valeur absolue de y. Alors cette fonction, elle est de ce type. Okay, j'ai une composante qui est convexe et différenciable. Et quand je regarde la partie qui n'est pas différenciable, c'est le cas de la valeur absolue, okay, dans ces cas-là, je ne suis pas différenciable, mais je suis séparable. Okay, je suis séparable, et donc, quand j'ai une partie qui dépend que de la première dimension et l'autre qui dépend que de la deuxième. Dans ces cas-là, le théorème que j'avais, il est vrai. Okay, et donc, un minimum qui est obtenu dans chacune des directions devient un minimum global. Donc là, c'est ce qui va être obtenu aussi ici. Okay, si jamais je prends une coupe par ici et que je cherche le minimum dans cette direction-là, le point qui est ici est un minimum. Okay, si jamais je regarde dans cette direction-là, le point minimum, il va être par là. D'accord. Donc le minimum va être par ici, sauf que je ne suis pas optimum en x, et donc je vais avoir intérêt à descendre par là. D'accord. Donc là, on voit notre algorithme de descendre par coordonnées, okay, qui va marcher, qui consiste à dire, si jamais je veux optimiser ça, dans ces cas-là, ici, je peux avoir tendance à me déplacer par là, mais après, je peux avoir tendance à me déplacer par là, puis à me déplacer par là, puis on voit qu'on converge à la vraie valeur. Malheureusement, ce n'était pas le cas dans le cas précédent. Dans le cas précédent, on voit que je pourrais parfaitement arriver à un moment sur ce point-là et me dire, je ne peux plus descendre, parce que dès que je regarde pour descendre dans la direction en X ou pour descendre dans la direction en Y, je ne gagne rien. Donc en fait, je m'arrêterai et je vais dire, ça y est, j'ai trouvé le minimum, parce que je ne peux pas descendre à gauche et je ne peux pas descendre à droite. Okay, donc numériquement, notre algorithme ne convergera pas, et donc on ne peut pas faire une descente par coordonnées. Si jamais j'ai cette séparabilité, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, je peux utiliser ma descente par coordonnées. Okay, donc je vous montre juste l'algorithme de mémoire. Voilà. Mon algorithme de descente par coordonnées. Donc si jamais effectivement j'ai une fonction qui est convexe non différenciable, mais la non-différenciabilité est inclue dans une composante séparable, alors dans ces cas-là, on peut mettre en place l'algorithme suivant. C'est toujours un algorithme dans lequel on va boucler, mais on va boucler à l'intérieur aussi de notre boucle, c'est-à-dire qu'à chaque étape, au lieu de dire je vais faire un problème d'optimisation en dimension n, je vais faire n petits problèmes d'optimisation en dimension 1. Okay, et je vais les faire de manière séquentielle, dans le sens où je commence par, donc je pars de la valeur précédente. Okay, à la première étape, je vais commencer à dire, je vais prendre toutes les valeurs passées, mais je vais trouver le meilleur x1. Okay, donc sur mon algorithme précédent, c'était juste la chose suivante, j'étais dans mon plan, je pars d'un certain point, donc ce que je vais dire, c'est, ok, j'essaie d'optimiser en x, mais je vais supposer que je reste à y fixé, donc je vais me dire, j'ai peut-être intérêt à me déplacer comme ça, d'accord. Donc je vais commencer par bouger suivant l'axe suivant les x, donc au lieu de je vais passer de mon x1 0 à un x1 1, puis après, une fois que je suis arrivé sur ce nouveau point, dans ces cas, je vais recommencer, je vais partir de ce point-là, et je vais me dire, peut-être qu'il faudrait que je bouge, mais dans l'autre direction. Et donc, je vais dire bouger dans l'autre direction, et comme ça, on itère. Donc, si je mets, alors je crois pas que je ne vous ai pas mis de dessin ici, mais en gros, l'algorithme, la manière dont ça va se dessiner, si je mets vous regardez une convergence globale
Donc, si jamais je faisais un problème d'optimisation avec une descente de gradient globale, comment est-ce que je ferais? Bah, je partirais d'un certain point x0 et je convergerai tranquillement vers la valeur de l'optimum. Okay, donc, j'arriverai tranquillement d'étape en étape vers la valeur de l'optimum. Là, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'au lieu de le faire de manière, euh, disons, relativement régulière, je vais y aller de manière séquentielle par direction, enfin, une fois en X, une fois en Y, une fois en X, une fois en Y. Donc, je vais y aller tranquillement en faisant peut-être quelque chose qui est comme ça. Okay, donc, je vais commencer par me déplacer dans chacune des directions. Et ce qu'on peut voir, c'est que cet algorithme, il devrait effectivement converger. Il converge à une seule condition quand même, c'est que j'ai cette séparabilité. D'accord? Donc, quand vous avez des fonctions qui ne sont pas différenciables, soit on passe par les sous-gradients, okay, mais ça peut être compliqué parce que j'ai besoin de trouver le bon sous-gradient, mais en fait, on a cet algorithme qui peut être intéressant, et en particulier en très grande dimension, et qui va être relativement efficace, qui consiste à dire qu'au lieu de converger en cherchant, donc c'est toujours, mais enfin voilà, pour une descente de gradient, pensez à des histoires de plus grande pente. Hein. Au lieu de me demander dans quelle direction est-ce qu'il faut que je plonge pour descendre dans ma surface, se dire, bah, je vais descendre une fois dans cette direction, puis après une autre fois dans l'autre, puis une autre fois dans l'autre, puis une autre fois dans l'autre. Au final, j'arriverai à l'optimum. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée de descendre par coordonnées qui sera populaire, en particulier en lasso, qu'on va pouvoir exploiter. Okay. Donc, pour ceux qui veulent creuser un tout petit peu, en particulier sur la différence entre les descentes par coordonnées et les descentes par global, par gradient, ça peut se faire dans un cas classique qui est en fait le cas où vous faites des moindres carrés. Okay. Donc, ok, j'ai une solution fermée, mais je peux très bien me décider de faire une descente de gradient pour résoudre mon problème de moindre carré. Okay. Dans ces cas-là, on peut montrer que l'algorithme va se faire par une mise à jour de cette forme-là. Okay. Donc, je partirai de la valeur précédente, et je vais corriger par cette fonction-là. Donc, on voit apparaître quelque chose qui va nous faire apparaître une espèce de gradient. Okay. Donc, on voit apparaître la condition du premier ordre standard, hein, le x transposé epsilon. Donc, on est vraiment dans l'approche standard de descente de gradient. Si jamais je le fais par coordonnées, ça veut dire que je vais faire en fait une mise à jour sur mes coordonnées. Okay. Donc les deux algorithmes ne sont pas équivalents, mais en tout cas nous donnent des solutions qui vont en tout cas converger vers les vraies valeurs. D'accord. Donc il y a un cas où on descend globalement, mais ça nécessite un calcul de Hessienne, et dans l'autre cas, on est vraiment juste dans un calcul de petits dérivés tout simple, et c'est beaucoup plus pratique. Je vous ai fait les grandes familles, il s'avère que en particulier quand on abordera les réseaux de neurones, ça va bien au-delà. Okay. En particulier, des méthodes qui marchent bien consistent à introduire du bruit. Okay. Donc, je vous parle juste de bruit dans les descentes de gradient, mais ça revient juste à dire que des fois, ça peut être intéressant de bruiter un tout petit peu. C'est de dire, OK, mon algorithme, il me dit de passer de ce point-là à ce point-là, donc d'aller dans cette direction, donc je pourrais arriver ici. En fait, je vais rajouter du bruit. Okay. Et peut-être que j'aimerais bien me dire que je vais peut-être passer en fait, de là à là. Okay. Et en fait, ça peut être intéressant de ne pas se mettre exactement là où on nous dit d'aller, mais de se mettre un tout petit peu à côté au cas où. Donc en particulier, un algorithme assez populaire, enfin qui fut assez populaire à une certaine époque, donc une notion de recuit simulé, simulated annealing, qui consiste à dire que des fois, ça peut valoir le coup de partir pour aller explorer l'espace à cause de problèmes d'optimum locaux. Donc là, ça repose essentiellement sur un problème qui est que des fois, je ne sais même pas si ma fonction est convexe. Okay. Donc si ma fonction est convexe, je peux vous garantir que ça marche. Le problème, c'est que si vous ne savez pas si vous êtes convexe, tentez l'algorithme. Okay. Si jamais vous êtes convexe, il n'y a pas de souci, ça marchera. Mais de manière générale, si jamais vous n'avez pas la moindre idée de la convexité de votre fonction, et ce sera le cas en fait dans pas mal de cas en réseau de neurones, peut-être que ça peut être intéressant de bruiter les algorithmes. C'est ce qu'on appellera aussi des descentes de gradients stochastiques, ce genre de choses. Okay. Les algorithmes génétiques sont aussi de cet ordre-là, et ça permet de s'assurer que la convergence, en tout cas, marche. Okay. Marche. On augmente les chances, en tout cas, de converger vers un algorithme global, alors qu'ici, on peut se retrouver bloqué dans un optimum global, local, essentiellement parce que je pars du fait que ma fonction, ces algorithmes marchent, mais je suis sur des fonctions convexes, c'est-à-dire quand un optimum local est forcément un optimum global, mais si jamais j'avais une fonction qui était localement convexe par ici, puis localement convexe par là, mais qu'entre les deux, je remontais, dans ces cas-là, je vais être très content d'être bloqué dans ma cuvette. Okay. Là, ce qu'on dit, c'est juste des fois, ça peut valoir le coup d'en sortir, et quand on en sort, on peut même en sortir très loin. Okay. Donc ça peut valoir le coup de partir très très loin, puis de voir si on revient. Okay. Donc ça vous donne une certaine robustesse, en tout cas, sur votre algorithme. Voilà, donc je m'arrête là pour les méthodes numériques. Okay. Je reviendrai sur une petite application en finance juste après. Et puis après, on parlera un petit peu de programmation linéaire, parce que la programmation linéaire repose sur des algorithmes qui sont très différents, okay, dans le sens où on est certes dans des problèmes convexes, mais où les calculs de différentiel ne marchent pas du tout. Okay. Donc,
on pourra voir ça, puisque les algorithmes, là encore, sont vraiment spécifiques. Ok, je m'arrête là et bonne continuation dans la visualisation des capsules.